Facebook. Alors, je sais pas, peut-être j'ai mis un lien quelque part. Ouais. On va voir. Bien. Alors, bienvenue à toutes. Je vais d'abord vous mettre à jour des supports de cours. Alors, qui n'a pas reçu le plan pour l'introduction? Voilà. Voilà. Sachant que tous ces supports sont disponibles en téléchargement, en consultation et téléchargement. Voilà, permettez. Hop. Il va manquer un. Alors, je n'en ai pas ici, mais voilà, si vous voulez suivre, si vous permettez, voilà, suivre à deux. Et d'ailleurs, je vais vous demander un service. C'est de m'en donner un aussi. Du coup, nous sommes victimes de notre succès, c'est formidable, c'est formidable. Donc voilà. Et on fera les compléments, ou bien vous verrez imprimer de votre côté. C'est comme vous voulez. Alors, nous avions amorcé les fameux 39 travaux, en tous les cas dans cette phase introductive, où nous regardons les choses dans les grandes lignes. Je vous invite à consulter le cours précédent et ses contenus. Je vais donc pas y revenir sur le sens que nous avons donné au Shabbat en général et en particulier sur certaines pratiques, sur les notions clés qui ne doivent pas nous échapper. Onek Shabbat, Kavod Shabbat, Zachor, Shamor, qu'est-ce qui relève du délice de Shabbat, comment on l'organise, qu'est-ce qui relève des égards dus au Shabbat, qu'est-ce qui relève de la part active, Zachor mentionne un jour du Shabbat, qu'est-ce qui relève de la part de conditionnement de notre action, Shamor, préserve le jour du Shabbat. Toutes ces notions, qui sont des notions clés, vous les retrouverez dans le cours précédent, y compris cette autre notion clé qui préside dans les 39 travaux. Donc je vais revenir sur, puisque nous allons, au terme de cette introduction, zoomer là-dessus. L'origine des 39 travaux, nous l'avions dit, et je me permets d'y revenir parce que c'est important, c'est les 39 travaux de fabrication et d'édification du Mishkan. Mishkan, c'est le petit sanctuaire du désert, montable et démontable, dans l'attente de la construction d'un temple en dur à Jérusalem. Donc ça commence depuis un an après la sortie d'Égypte. Et pour le fabriquer, il y a eu des actions nécessaires, des arts qui s'expriment, des talents qui s'exercent, et il se trouve que lorsque Moïse commande ce Mishkan au peuple, c'est juste après Vaudor, selon une chronologie, c'est le lendemain du premier Kippour, il rassemble tout le peuple, leur dit voilà, on va faire un tabernacle en français, un Mishkan en hébreu. Mais avant ça, j'aimerais vous dire qu'il y a le Shabbat qui est très important et qu'aucun feu ne brûle dans une demeure le Shabbat. De cette juxtaposition des thèmes qui paraît pas très logique a priori, sauf, vous savez comment c'est, des fois on profite de l'opportunité de glisser un message d'urgence, et ce message d'urgence c'était le Shabbat, nos maîtres en ont déduit dans l'exégèse, depuis la Mishnah et même avant, que ces deux thèmes sont intimement liés, à savoir les 39 travaux interdits du Shabbat sont ceux-là même nécessaires pour l'édification du Mishkan. Il y a une petite logique peut-être que j'avais proposée, qui est de considérer que dans l'espace, l'endroit qui est sanctuarisé, qui est sanctifié, c'est les limites de ce fameux Mishkan et plus tard du temple. Eh bien dans le temps, il y a aussi un temps qui est sanctuarisé, qui est à part, dans lequel on n'entre pas n'importe comment, je n'ai pas besoin de dire n'importe quand, puisqu'il s'agit du temps, et ce temps-là, c'est le Shabbat. Donc le Shabbat est au temps ce que le Mishkan est à l'espace. Et on peut ici trouver une sorte de lien quasi organique. Bon, ça c'est pour situer l'origine des 39 travaux, mais on va se pencher de près, vous allez voir comme c'est amusant et parfois anecdotique, et puis parfois il y a des dossiers. Alors, il y a des dossiers plus lourds que d'autres dans les 39 travaux, vous n'aurez pas à connaître l'intégralité de tous les détails sur chacun des 39, rassurez-vous, il y en a quelques-uns qui sont plus lourds que d'autres. Alors, il y a une notion théorique, générique, importante, dans la manière dont on manipule ces connaissances, les 39 travaux, qui tient en deux mots. En hébreu, c'est Melechet Machashevet. Et je l'ai évoqué peut-être trop rapidement la dernière fois.
Melechet Mahashevet. Pour faire ce Mishkan, ce tabernacle, il fallait que l'ouvrage, Melacha en hébreu, soit contracté Melechet Mahashevet. Mahashevet à rapprocher du mot Mahashava qui veut dire penser, ou bien à rapprocher du mot Hashuva qui veut dire importante ou important. Ce même mot Mahashevet peut se traduire des deux manières, et donc nous aurons ici deux logiques qui président les 39 travaux, puisque cette expression pour le Mishkan fonctionne pour les 39 travaux, à savoir, pour effectuer, accomplir, et donc ils sont interdits, un de ces 39 travaux, il faut qu'il soit à la fois pensé, disons conscient, et deuxièmement important, c'est-à-dire conséquent. On peut retenir en français ces deux termes, conscient et conséquent. Et nous verrons donc toutes les exceptions, ou plutôt toutes les applications, les limites de ce principe, lorsque, sans faire attention, j'allume un feu, lorsque, en pensant, je ne sais pas moi, nettoyer un pan de mur, j'allume. C'était pas mon intention, c'était pas l'objet recherché, pourtant cela se produit. Que se passe-t-il lorsque je porte un objet à deux? On fait les choses à moitié, en somme. Et j'avais livré une anecdote s'agissant de mon maître la dernière fois. Bref, dès lors que le travail n'est pas totalement fait, pas conséquent, et qu'il n'est pas totalement pensé, pas conscient, nous aurons une zone grise, où parfois, si la Torah ne l'interdit pas, nos maîtres vont l'interdire, où parfois on pourra même trouver après coup des permissions, dans les cas un peu serrés, voire un peu extrêmes. Donc je n'en dis pas plus pour le moment, parce que là je vous embrouillerai de notions théoriques qui sont un peu difficiles à cerner, il faut bien l'admettre. Dans le livre que j'ai recommandé, vous avez un exposé d'introduction qui est assez bien fait. Mais pour l'heure, pour faire simple, je préfère qu'on se borne à cette notion de Melechet Mahashevet, conscient, conséquent. Et vous comprendrez ensuite, au niveau des applications, comment cela se déplie. Alors, je laisse le petit 3, les 39 avot archétypes, d'après les travaux du Mishkan, comment ils sont reliés tous. Vous trouverez dans ce fameux livre un schéma qui vous l'explique fort bien, hein, avec des flèches. Tel travail, c'était telle partie du Mishkan pour le faire de telle et telle manière. Hein, par exemple, je ne sais pas moi, cuire, ça vient de cuire des graines. Lesquelles graines permettent de faire de la couleur, lesquelles couleurs permettent de teindre les textiles qui vont être utilisés dans le Mishkan. Bon, voilà. Donc, là, du coup, vous avez l'interdit de cuir qui peut provenir de là notamment, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous donner un autre plan de travail sur les 39 travaux. Vous allez voir le détail et la répartition possible, pour que mentalement on puisse les retenir. Avant cela, il me faut évacuer le grand 4 qui est ici, les interdits rabbiniques. Nous verrons que les actions proscrites le Shabbat s'organisent de la manière suivante. Vous avez 39 en hébreu avot. Qu'est-ce que c'est que av en hébreu, qui donne abba en familier? Père. Père. Alors en termes plus châtiés, on va dire ici archétype. 39 travaux fondamentaux. Et puis il y a aussi des dérivés, qui sont tout aussi interdits que les fondamentaux. Ces dérivés, on va les appeler tol et dot. Rassurez-vous, ces termes, nous les retrouverons hein, dans un support qui est en train d'être achevé. Donc il y a les archétypes et tout ça, c'est du même ordre. Ensuite, il y a des précautions rabbiniques, des interdits rabbiniques qui veillent à simplifier, à préserver les choses trop complexes en les simplifiant. Et je vais vous donner quelques exemples tout de suite. Donc les motivations des interdits rabbiniques, des décrets rabbiniques, ça vise à protéger les 39 travaux et leurs dérivés. Ça peut viser aussi à garantir l'ambiance du Shabbat. Garantir l'ambiance du Shabbat. Et éventuellement à discipliner notre action. Par exemple, dans les exemples notoires que je vais évoquer, le grand thème qui s'appelle en hébreu Mouktsé. Mouktsé, qu'est-ce que c'est? Quand voilà, vous prenez il y a un stylo plume devant vous Shabbat, vous le prenez, et vous avez quelqu'un de bien intentionné qui va vous aboyer dessus en disant « Ah, Shabbat, Mouktsé !» Qu'est-ce que c'est Mouktsé? Littéralement, c'est ce qui est écarté.
comprendre, écartés de l'esprit. Ce sont des objets dont l'utilité est nulle pour le Shabbat, ou bien dont l'usage, je pourrais détailler, il y a 5 catégories de Mouktsé, mais dont l'usage est un travail interdit le Shabbat. Le stylo, par définition, j'écris avec, enfin c'est le principe, c'est l'usage courant du stylo, je ne casse pas des noix, je n'épluche pas de légumes avec un stylo, en tout cas pas encore. Il faut vraiment être comme moi nul en cuisine pour penser que c'est possible. Mais sinon, c'est fait pour écrire, donc le travail, l'usage de l'objet est interdit Shabbat, donc je n'ai pas le droit de le déplacer, de le prendre comme ceci, de le poser comme cela, sauf si j'ai besoin de l'endroit, sauf pour d'autres circonstances encore. Alors ça, ce registre-là, on va l'appeler registre, c'est bien. Ce registre qu'on appelle Mouktsé, c'est l'exemple même de décret rabbinique. D'accord ? Ce qui explique qu'on peut trouver parfois des arrangements. Par exemple, je reprends mon exemple du stylo, ça va vous faire sourire. Stylo plume Shabbat, posé là devant moi. J'ai besoin de la place ici pour poser mes livres, pour étudier, pour être avec mes gosses et autres. Et en même temps, c'est Mouktsé Shabbat. Eh bien, on va faire déplacer le stylo de manière détournée, comme ceci. Hop. Pourquoi ? Parce que le travail est dès lors plus conséquent. Lorsqu'il n'est pas fait de manière adroite et habile, il est considéré comme n'étant plus Melechet Machashevet. Et qui plus est, on est sur un décret rabbinique. Donc ce double allègement, manière détournée de faire l'acte, et le registre, qui n'est pas un registre thoraïque d'importance, mais un registre rabbinique d'importance forcément moindre, fait que, compte tenu du besoin, je peux bouger l'objet. L'interdit thoraïque, c'est ne pas écrire. Exactement. Ouais, l'interdit thoraïque, ce sera ne pas écrire. Les 39 travaux, c'est un interdit thoraïque. Et ce que je viens de mentionner là est un interdit rabbinique. Retenons ces notions, voilà, vous les avez ici, c'est le petit 3. Interdit biblique, on peut dire thoraïque, pour prendre un mot pas très joli, enfin, pas très joli en tout cas, un néologisme un peu inélégant. On dit en araméen des oraïta. Oraïta en araméen, ça veut dire la lumière. Et la Torah, on l'appelle ainsi oraïta. Et des oraïta, c'est procédant de la Torah. Et rabbinique, c'est dei rabbanan, procédant des rabbins. De nos rabbins, littéralement en araméen. Donc la nuance, elles sont multiples, hein, les différences, notamment celles que je viens de citer. Il y a des cas où, pour un interdit thoraïque, j'aurai certaines dérogations. Elles seront plus larges pour un interdit rabbinique, selon les motifs. Est-ce de l'argent? Est-ce une crainte pour la santé? Et ainsi de suite. Donc, j'en dirai pas plus sur le côté théorique, parce que ça pourrait aller plus loin qu'accroître ou qu'épaissir encore les ténèbres. Je préfère que nous plongions tout de suite dans les 39 travaux eux-mêmes. Et pour ça, donc, je vous donne ce deuxième support, donc qui est recto verso, où vous avez les 39 travaux cités et répartis en plusieurs groupes. Alors, il faut aussi que je conserve un exemplaire, vous m'excusez. Donc j'en ai 4 ici. Si vous voulez bien suivre à 2, je vous remercie. Rappelez-moi que j'ai dit avant que vous partiez ce qui manque. Alors, pour aujourd'hui, on va faire que ce sera une première approche, d'accord, hein, comme en avion, on approche le terrain du dessus et plus tard on ira atterrir sur quelques-uns de ces dossiers. Dans la suite, qu'est-ce que j'ai à vous donner? J'ai un tableau complet en fait, où vous avez les travaux, leurs dérivés, les prescriptions rabbiniques et des applications dans la vie quotidienne. Bon, c'est un grand tableau de plusieurs pages, mais dans le bouquin que je vous ai conseillé, vous avez tout aussi qui est exprimé, et c'est encore plus complet et encore bien mieux fait et plus facile à retenir. Donc il faudrait que je l'amène ce bouquin, comme ça vous l'aurez sous les yeux, vous verrez ça. Donc je reviens sur ces deux mots-clés ici, Avot, Toldot, les pères et les engendrés, Toldot. Ça vient de Yeled, un enfant, en hébreu, moderne même. Donc archétype et apparenté, c'est la traduction que je propose ici entre père et descendant, ou père et, comment j'ai dit, Toldot, engendré. Génération. Oui. Alors, il y a ici une répartition, les travaux sont dans l'ordre, hein, de 1 à 39, donc j'ai 1, 2, allez, j'ai 6 groupes, et puis le 39e qui est inclassable, d'accord.
Et j'ai deux manières de justifier ce découpage en 6 groupes. Soit, alors, les termes sont sans doute mal choisis, j'aurais aimé les modifier, mais je manquais de temps. Soit un découpage historique ou pseudo-historique, c'est-à-dire, pour fabriquer le Mishkan, quels étaient les travaux et dans quel ordre, et comment ils se regroupent. Donc il y aura tous les travaux qui permettent de fabriquer les couleurs, donc ça va du labour jusqu'à la cuisson. Le deuxième groupe, ce sera tous les travaux qui permettent la confection des tentures, donc ça va de la tonte jusqu'à coudre et découdre. Le troisième groupe, dans cette approche historique, ça a à voir avec la confection de la peau pour la toiture. Le Mishkan était coiffé d'une grande peau. Le toit était donc très, très imperméable, sans doute, très hermétique. Et donc c'est en peau. Et donc le travail de la peau, ça va de la capture de l'animal jusqu'au grattage. Et nous verrons qu'on va y glisser même l'écriture. C'est pas extrêmement logique. Mais c'est comme on écrit sur des parchemins, donc ça pouvait s'entendre. L'usage de l'écriture est un peu différent au niveau du temple, nous y reviendrons. Le quatrième groupe, il n'y en a que 2, ça a à voir avec le montage et le démontage du Mishkan, selon cette approche, c'est bâtir et démolir. Le 5e groupe, il n'y en a encore que 2, c'est la fabrication des éléments, pour ça il faut du feu, et du charbon, pour ça il faut éteindre. Le 6e groupe, toujours dans l'approche historique, et je vais les reprendre dans l'autre approche après, c'est le plaquage or des bois de l'arche. Et donc là, il y a un seul travail. Et le 39e, c'est l'acheminement des poutres du Mishkan, des offrandes et des sacrifices et la collecte de la manne, qui fait qu'il fallait transporter dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement du Mishkan, d'où le 39e travail sur les 39 travaux, qui est transporté de domaine à domaine. Ça, c'est un premier découpage, vous voyez, par la pensée. Donc on imagine comment se construisent, se fabriquent les éléments, comment ça se met en place, et vous avez la répartition des 39 travaux. Je reprends donc maintenant cette liste. Selon la première approche que j'ai appelée didactique, le terme est vraiment mal choisi, mais disons que c'est plus par thème, voilà, thématique, plutôt que didactique. Premier thème, fabrication de la nourriture. Comment on fait du pain, quoi. Donc ça va du labour, encore une fois, jusqu'à la cuisson au four, en passant par pétrir, moudre, etc. Le deuxième groupe dans cette approche thématique, c'est le vêtement. Fabriquer les vêtements, donc ça va évidemment de la tonte jusqu'à la couture. Le troisième groupe, approche thématique, c'est les travaux de l'écriture. Et quand on écrit sur parchemin, et pour ça il faut la peau d'un animal, donc il faut lui faire la peau, le capturer, travailler sa peau, toutes les étapes, et ça va jusqu'à écrire et effacer. Le quatrième groupe, le thème, c'est l'habitat, bâtir, démolir. Et nous verrons que tout n'est pas sujet à interdiction de bâtir ou interdiction de démolir, justement, puisque c'est l'habitat dont il est question. Le 5e groupe, c'est la manipulation du feu, allumer, éteindre. Le 6e groupe, la finition. Et enfin, le 39, le dernier groupe, qui n'est pas un groupe, c'est le transfert, c'est en fait l'équivalent du travail lui-même, pour le seul, comment dire, c'est ce travail-là et son propre thème, disons. Voilà, ces découpages sont des découpages uniquement pédagogiques. C'est pas inscrit dans le marbre, c'est juste pour un petit peu se situer. Alors on va regarder maintenant de près le premier groupe. Donc là, avec mon avion, je vais être un peu plus en rase-note, puis on se posera ensuite sur certains dossiers, disais-je. Les dossiers sur lesquels j'aimerais m'appesantir sont ceux qui sont surlignés en jaune. Ceux-là sont ceux qui vont nous donner un peu de fil à retordre. Le premier groupe, vous avez labourer, semer, moissonner, mettre en gerbe, battre le grain, vanner, trier le grain, tribler, moudre, pétrir, cuire au four. Alors, vous pourrez vous étonner peut-être de ce que labourer vient avant semer, étant entendu que normalement il faut faire un labour après les semailles, mais nous ne sommes plus des agriculteurs, donc laissons cela. Nous verrons que semer, moissonner, je vais vous donner un exemple tout à fait concret, il faut pouvoir en prélever, comme pour tous les travaux d'ailleurs, la définition même, le principe. Semer, c'est permettre à une graine de germer et donner vie ensuite à une plante ou un fruit ou un légume, que sais-je.
ou une céréale. Tout ce qui va donc contribuer à la croissance des végétaux serait donc interdit. Dès lors, nous verrons que nous ne pouvons pas arroser, etc. Quid d'un liquide que je déverserai dans un jardin alors qu'on a mangé à midi? Est-ce que c'est permis ou pas? Nous verrons tout cela. Donc là, on est déjà dans les détails des détails, hein, bien sûr. Mais retenez qu'il y a toujours un principe derrière. Idem pour moissonner, c'est faire arrêter la croissance d'un végétal. Donc tout ce qui pourrait s'apparenter à arrêter la croissance d'un végétal serait interdit. Battre le grain, ou plutôt, 6, 7 et 8, vanner, trier, cribler, ça semble être la même chose à des stades, à des degrés différents. Il y a plus des différences de degrés que de nature. C'est le principe du tri. Et donc, ça, c'est un dossier intéressant parce que, en fait, c'est là qu'on se rend compte, on apprend en fait à connaître ces petits actes du quotidien qui s'apparentent souvent à un tri. Et je dirais qu'en langage mystique, c'est même un très très grand dossier, un grand sujet, le tri. Dans son assiette, on trie. Quand on épluche un légume, c'est une forme de tri. Pour préparer une salade, on trie. Pour faire un peu de rangement, on trie. Est-ce que je peux ranger des livres le Shabbat? Comment je me prépare, comment j'épluche un œuf ou un légume le Shabbat? C'est tout à fait anecdotique, je vous l'accorde, mais il se trouve que le principe du tri pourrait, je dis bien pourrait, au conditionnel s'appliquer. Rassurez-vous, on peut éplucher un légume Shabbat. Il y a une technique. En tous les cas, il faut connaître un peu la théorie. Il n'en pas dramatique, sinon on est un peu... Il faudrait manger les oranges avec leur peau et les œufs avec leur coquille. C'est pas très bon, en fait, paraît-il. Sur la cuisson, là, nous aurons un très gros dossier. Là, il est indiqué ici cuire au four, eu égard à la thématique du pain. En réalité, c'est tous les modes de cuisson qui seront proscrits, qu'il s'agit de la cuisson au four ou bien de la cuisson à l'eau bouillante. Et je peux vous donner déjà le terme en hébreu, ça il faudra retenir au moins les mots en hébreu, et nous y reviendrons, vous inquiétez pas, des gros dossiers. Le travail cuire, c'est bichoul, cuire. La cuisson bichoul, du verbe levachel, cuire à l'eau. Et par analogie, nous parlerons de la cuisson à sec au four. Oui. Évidemment, il sera question de ça. Est-ce que la cuisson au soleil est problématique ou pas? D'accord, c'est pas un mode de cuisson a priori usuel, la cuisson au soleil. En même temps, c'est pas trop à Grenoble que ça se produit, ça. Je sais pas vous, mais tout en ce moment. Même en été, je suis pas certain qu'on puisse cuire au soleil quoi que ce soit. Sur un pare-brise de voiture, ça c'est déjà vu dans un sketch de Mr Bean, mais sinon, voilà, c'est pas trop. Dans le désert, peut-être, ouais. Alors ça, c'est un super dossier. Pourquoi? Parce que là aussi, nous avons à gérer la source de chaleur. Vous savez, dans cette paracha que je citais tout à l'heure, qu'aucun feu ne brûle dans vos demeures. C'est Moïse qui parle, ce message d'urgence, avant même d'évoquer la construction du Mishkan. Qu'aucun feu brûle dans vos demeures. Alors quoi? On doit manger froid le Shabbat. Si on prend littéralement le texte, qu'il s'agit de dire aucun feu ne doit brûler le Shabbat, ça veut dire pas de source de chaleur. Si c'est n'entretenez pas un feu le Shabbat, c'est une autre limonade, c'est autre chose. Alors, évidemment, je vais vous présenter un ami. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, on aura Eric de Rothschild tout à l'heure. Maintenant, vous avez Eric de Bensoussan, le président de la communauté. Ça se passe bien? Ça va? Super. Voilà. Bonne fin de cours. Merci. Merci Eric, merci beaucoup. Eric de Rothschild était à Grenoble tout à l'heure, voilà, pour info. De Baron, en personne. Donc oui. Donc vous voyez qu'entre les deux lectures, littérales, en disant pas de feu à la maison, ça veut dire je dois manger froid. Et je dirais que dans l'histoire, il y a eu des courants qui, guerroyant contre la tradition orale, s'en tenaient, et avec finesse aussi, et avec beaucoup de savoir et de sagesse, s'en tenaient à la compréhension du texte de la Bible pointe à la ligne. Eh bien ceux-là considéraient que Shabbat, aucune source de chaleur, ni de lumière, ni rien. Donc c'est un peu sombre le Shabbat et on mange froid. Donc au niveau de l'ambiance, c'est un peu ascétique, hein, c'est un petit peu pénible. En revanche, dans le judaïsme rabbinique, la tradition orale, dans le Talmud et la Mishnah, il est expliqué que c'est entretenir un feu qui est interdit, mais
il y aura des techniques pour garder une source de chaleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de la gestion, de l'analyse de nos gestes du quotidien, il y a aussi parfois un grand plongeon dans l'histoire. Comment on faisait? Et vous pouvez interroger comment dire, les anciens, d'ailleurs, en Afrique du Nord ou en Europe ou ailleurs, comment on faisait pour avoir une source de chaleur sans avoir de feu? Par exemple, comment? Le charbon incandescent. Alors justement, on ne peut pas non plus charbon incandescent. Et ouais. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait, par réflexe, nous faire agiter des braises, nous faire augmenter un feu est interdit. De peur qu'on en vienne, décret rabbinique, de peur qu'on en vienne à entretenir un feu. Alors, avant de faire le bond dans l'histoire, reprenons l'exemple, je prends d'abord l'exemple contemporain. Comment on organise la source de chaleur pour garder les plats chauds le Shabbat? On utilise cette fameuse plaque de Shabbat, plata non régulable. C'est surtout ça qui fait sa particularité, elle n'est pas régulable. Si c'est trop froid, je ne vais pas par peur et par réflexe, parce que j'ai 50 invités, dont la belle-mère, etc., donc dossier brûlant, je suis dans un stress pas possible, je ne vais pas augmenter la chaleur par réflexe ou par crainte. Idem, si c'est trop chaud, je retire, et puis c'est tout. Mais en tous les cas, je n'aurai pas, on verra qu'il y a des conditions, c'est pas sorcier non plus, mais je n'aurai pas à réguler ce feu Shabbat. À l'époque, on utilisait, et en Afrique du Nord, parfois à Djerba, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et même aujourd'hui encore, ce qu'on appelle le kamoun. Ça consiste à avoir un petit coffret d'argile qu'on a gavé de braise et de chaleur avant Shabbat, et on retire tout ça, on bouche le tout, et les marmites sont posées et bouchent les extrémités, enfin les orifices du haut, et ça maintient chaud l'ensemble le Shabbat. Donc c'est des procédés assez sympathiques, intéressants. Sans rien, il n'y avait plus rien. Plus rien. Ça conservait jusqu'au lendemain midi. Juste fermé. Ouais, bien fermé, bien scellé, avec des couvertures, machin. Enfin, il y avait tout un procédé conforme à la Mishnah, parce qu'il y a aussi des critères dans la Mishnah sur comment on isole thermiquement les choses. Donc voilà, ouais, donc c'est des procédés qui, aujourd'hui, c'est une plata que l'on branche. C'est moins glamour, c'est comme ça. C'est notre ambiance. Bon, donc nous aurons aussi à gérer les aliments chauds par rapport aux aliments froids. Qu'est-ce qui réchauffe quoi? Qu'est-ce qui peut cuire quoi? On aura quelques leçons de physique aussi. Et le thermique, c'est assez intéressant. Bon. Le deuxième groupe. Ça va jusque-là? À peu près. Donc là, on est encore à peine en rasmote. Hein. On survole. Le deuxième groupe, c'est soit le vêtement, soit les tentures, ce qui est à peu près au même. Tondre la laine, laver la laine, peigner la laine, teindre la laine, filer, faire de boucles. Alors je vais expliquer ce que c'est ici que faire de boucles. C'est dans le métier à tisser, ça aussi c'est Yahsra, comme on dirait. Dans le métier à tisser, l'installation du métier à tisser consistait pour l'amorcer, à faire deux mouvements déjà de métier à tisser. Ça se dit en hébreu raccourci, faire de boucles. D'accord? Donc déjà, il y a un petit début. Ourdir, pareil, c'est installer la trame dans le métier à tisser. Tisser, séparer les fils, faire un nœud, défaire un nœud, coudre, découdre. Alors, moi-même qui suis un piètre couturier, voire même je suis inexistant sur ce terrain-là, je connais mal la pratique. J'ai dû me renseigner, évidemment, à l'époque, pour comprendre en quoi ça consistait. Mais avant d'en arriver là, sur laver la laine, peigner la laine, etc., notamment laver la laine, vous aurez tous les travaux qui ont à voir avec laver le linge. D'accord? Bon, vous me direz, c'est bon, Shabbat, on a compris, on lave pas le linge, je lave pas le linge, c'est pour ça que je ne vais pas en faire un fromage. D'accord? Il y a des choses qui sont un peu évidentes dès qu'on a compris le principe, donc je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, mais voilà, il peut y avoir des cas pratiques assez intéressants du type le mikvé. Le mikvé tombe Shabbat. Le mikvé de madame tombe Shabbat. Et il est évidemment extrêmement recommandé de ne jamais repousser le mikvé, voire même d'en faire une règle d'or. Never, jamais repousser le mikvé. C'est une manière, alors c'est un tout autre registre, mais de placer le couple au sommet de toutes les priorités, malgré tout, l'acharnement de la vie quotidienne, malgré le stress, malgré les doutes, etc. Donc ça tombe Shabbat. Comment on peut s'immerger au mikvé Shabbat? Est-ce qu'on peut essorer ses cheveux? On verra qu'essorer, ça peut procéder de laver la laine. Je laisse un point d'interrogation. Comment on fait pour se sécher? Est-ce qu'on peut aller à la plage de Shabbat, aller à la piscine de Shabbat? La question nous est souvent posée chaque été, en fait.
Bah, tout ça, nous verrons si ça a à voir avec laver, se laver, etc. Enfin, se laver, non, mais en tous les cas, laver le linge. Faire un nœud, défaire un nœud. Il y a quelques petits points anecdotiques sympathiques. Alors, je dis anecdotiques pour être tendre, mais ce sont des sujets en fait sérieux. Est-ce qu'on peut faire un lacet le Shabbat ou le défaire? Est-ce qu'on peut faire une cravate le Shabbat ou la défaire? Donc, maintenir le nœud de cravate, c'est tuer la cravate. Est-ce qu'il faut une cravate par Shabbat, ad vitam aeternam, etc., etc. Là, je ne fais que soulever des interrogations, mais rassurez-vous, les réponses sont souvent positives, bien sûr. Mais disons qu'il y a une petite réflexion. Le troisième groupe, vous m'arrêtez s'il y a des points d'incompréhension, je vais un peu vite, puisque c'est encore superficiel. Troisième groupe, donc, qui a à voir avec préparation aux travaux de l'écriture et confection de peaux pour la toiture, selon l'axe où on se place, type thématique ou historique. Alors, la capture de l'animal, vous allez me dire, bon, ça, on a à peu près compris. Je ne sais pas si vous êtes adepte de la chasse ou de la pêche, oui, non? Bon, donc effectivement, on ne fait pas la chasse, on ne fait pas la pêche le Shabbat, puis c'est pas tellement la question en fait. Vous avez un animal domestique, est-ce que vous pouvez l'enfermer? Vous avez un chat, vous avez un chien, est-ce que vous pouvez l'enfermer pour être tranquille, pour pouvoir manger? Vous avez, je ne sais pas moi, un gros frelon qui vous êtes hystérique, ça vous rend malade, ou bien un rat ou quelque chose, est-ce que vous pouvez l'enfermer Shabbat? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut écraser le moustique qui vous pourrit la nuit parce qu'il vient faire zzz près de vos oreilles? Bon, voilà, des petites questions toutes simples. C'est le sommeil ou le moustique? Bon, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Plus sérieusement, j'ai surligné en jaune écrire 2 lettres. J'aime bien celui-là parce qu'il a aussi une portée symbolique très forte. Enfin, je les aime tous, bien sûr. Hein. Mais celui-ci en particulier, pourquoi? D'abord, pourquoi 2 lettres? Écrire 2 lettres. Parce qu'au niveau de l'organisation du Mishkan, de son édification, de son montage et démontage, il y avait un procédé assez simple pour que chaque pièce trouve sa place, à côté de chaque autre pièce. Attendu que, par exemple, pour les poutres, il fallait que telle poutre soit toujours à la même place, donc sud, sud-est, 4e, etc. On mettait une lettre sur cette poutre et la même lettre sur la poutre ou la pièce voisine. Et ainsi, donc, comme pour une maquette, par exemple, hein, vous avez des maquettes qui sont dans la signalétique et celle-ci, un signe, même signe, vous rassemblez les pièces ensemble. Donc, lorsqu'on écrivait pour le Mishkan, c'était nécessairement 2 lettres, et pas moins que cela. Une lettre n'est pas interdite, en tous les cas, à titre thoraïque, des oraïta. Ce sera interdit à titre rabbinique. Et idem, les lettres qui étaient hésitées, c'était l'hébreu. Si j'écris pas en hébreu, ce ne serait pas interdit à titre thoraïque, mais uniquement à titre rabbinique. Bon. C'est assez beau, en fait, je trouve, notamment dans les élargissements sur les travaux de l'écriture, de voir que finalement beaucoup de gens savaient écrire, ou que, en tout cas, l'illettrisme n'était pas forcément la totalité. Il était peut-être majoritaire, mais il n'était pas la totalité. Je m'explique. À cause de ce travail d'écrire, ça va très loin. Il y a des interdits rabbiniques de précaution. Pour ne pas en venir à écrire, nos maîtres nous ont interdit de faire du commerce. D'où vient qu'on ne peut pas faire de commerce Shabbat, qu'on ne peut pas manipuler l'argent le Shabbat? Ça vient de écrire. Je trouve ça fascinant parce qu'on aurait pu dire « Waouh, l'argent anti-shabbatique par essence !» Waouh, le commerce anti-shabbatique par essence. Non, c'est pas par essence, mais uniquement par précaution. Ce qui était par essence interdit, c'est l'écriture. Et cet acte, donc, qui est quand même, l'acte du média de la civilisation, l'écriture. Hein, qu'est-ce qu'on n'a pas transmis grâce à l'écriture? C'est beau. On dira des versets qui sont l'écriture avec un grand E, par exemple en français. Eh bien, cet acte-là, proscrit dans les 39 travaux, là, fait que on ne fait pas de commerce de peur qu'on en vienne à rédiger des contrats. Donc, on ne manipule pas l'argent de peur qu'on en vienne à faire du commerce et rédiger des contrats. Et de manière générale, on a schématisé la chose pour la rendre simple. Tout transfert de propriété est proscrit le Shabbat, de peur qu'on en vienne à écrire. Ni acheter ni vendre, ni donner, recevoir, ni offrir, ni hériter. Alors, on va se poser la question, ouais, mais donner, recevoir, moi, c'est l'anniversaire de mon petit cousin, il vient Shabbat à la maison, je veux lui offrir quelque chose, je ne peux pas Shabbat.
C'est quand même gonflé, c'est gentil, c'est généreux un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce serait anti-shabbatique? Disons que le schéma étant ce qu'il est, rabbinique, s'entend bien, qu'il n'y ait pas de transfert de propriété, effectivement, il y aurait problème. La technique, elle est toute simple. C'est, si on veut offrir un cadeau Shabbat, sans avoir à le transporter, bien sûr, ça c'est un autre problème, il suffirait de le soulever avant Shabbat, de s'en porter acquéreur pour l'autre. Et là, ce qui est sympathique, je le cite parce que c'est anecdotique et sympathique à la fois, on peut agir pour l'autre à son insu lorsque c'est à son bénéfice. Vous pouvez vous porter acquéreur pour l'autre d'un objet, d'une richesse ou de quelque chose. Vous ne pouvez pas en revanche lui prendre à son insu. On peut enrichir l'autre à son insu, on ne peut pas l'appauvrir entre guillemets à son insu. Donc avant Shabbat, je fais le geste d'acquisition. Nous verrons que dans la loi de la Mishnah déjà, l'argent n'acquiert pas, c'est le geste qui fait que l'on se porte acquéreur. Et donc ce geste fait avant Shabbat, ce cadeau est déjà offert, mais l'autre ne le sait pas. Donc vous n'avez plus qu'à lui présenter, lui offrir le Shabbat, et c'est déjà fait. Bon. Donc, excusez-moi, Ouais. il faut dire que c'est l'autre qui va devenir acquéreur. Ouais. D'accord. J'acquiers pour l'autre, je le pense, ça suffit. Ouais. Bon, ça c'est un petit détail de détail, d'accord, je le cite parce que c'est sympathique. Mais voilà, tout ça autour d'écrire de lettres. Donc ça mérite réflexion, cette affaire de commerce qui finalement n'est pas anti-shabbatique. Mais vous imaginez un peu ce que représenterait le Shabbat s'il n'y avait pas ce principe de précaution-là, ici, appliqué là. Ça veut dire qu'en fait, on ferait nos courses, on ferait notre business. C'est déjà assez qu'on parle pognon à la synagogue, il faudrait en plus que... normalement, on n'est pas censé parler argent, d'ailleurs. Mais il se trouve que, comme par hasard, la conversation dérive. D'accord ? Ça commence avec la paracha de la semaine, et ça finit avec le prix du mètre carré à Grenoble ou ailleurs. Bon, c'est comme ça, c'est humain. On n'est pas censé parler business. Quatrième groupe. Alors, bâtir, démolir. Bon, vous allez me dire, mais démolir, qu'est-ce que je fabrique, moi, avec la démolition? Oui, lorsque je démolis, je récupère du matériau, voire j'aménage, en fait. C'est pas démolir pour démolir. C'est pas la destruction en tant que telle qui est interdite, c'est la destruction en vue de construction. Idem pour le feu. Allumer un feu le Shabbat, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, et tiens, je vais déjà vous parler d'électricité d'ailleurs, et vous expliquer les aléas de l'électricité. Et éteindre un feu, c'est une extinction qui génère un matériau. Une extinction qui est une fabrication, c'est-à-dire que pour faire du charbon de bois, vous enflammez un certain bois, puis vous l'éteignez en cours de combustion et vous obtenez du charbon. Bon, à peu de choses près, en tout cas pour le charbon de bois, je précise. C'est pas n'importe quelle extinction qui est interdite. J'ai un feu dont je ne me préoccupe pas du devenir des combustibles, je l'éteins, je n'aurais transgressé la Torah que de manière rabbinique et pas thoraïque. Puisque dans la Torah, les 39 travaux ici, c'était éteindre pour faire du charbon. Alors, ce détail est théorique évacué. Allez, je vais vous prendre un cas dramatique qui peut forcément arriver si vous voyagez un peu. Imaginez, Shabbat, vous êtes dans un hôtel magnifique. Alors, mon cas est un peu dépassé parce qu'aujourd'hui ça s'organise différemment, les lumières sont automatiques, mais c'est notre problématique. Mais disons, je me suis retrouvé un Shabbat après-midi aux toilettes d'un hôtel et j'avais encore à officier juste derrière et en fermant la gâchette, bam, ça s'allume. Donc si j'ouvre la gâchette, ça va s'éteindre à nouveau. Enfin, si je sors, ça va s'éteindre à nouveau. Donc, c'est heureux que je ne me sois pas trouvé là dès Shabbat matin, parce que j'aurais eu un doute qui aurait été une angoisse. Est-ce qu'il faut que je reste jusqu'à la fin de Shabbat aux toilettes? Ce qui est passablement ridicule, évidemment, et puis frustrant. Puis on a faim à un moment donné, enfin bon bref, puis il faut prier, enfin et tout ça, quoi. Bon, là il restait pas grand-chose, il restait 2 heures de Shabbat, avec quand même, je devais faire un office, animer un cours, etc. Bon, donc j'aurais été bêtement coincé aux toilettes. Oui, rabbin, puis la fiche totale. Oui, rabbin est aux toilettes. Ouais. Bon, alors comment on peut raisonner? D'abord, quelle serait la problématique? L'électricité, la lumière électrique, le Shabbat. Début XXe siècle, figurez-vous qu'il y avait des rabbins qui ne savaient pas trop comment ça marchait. Ils ne savaient pas trop s'il fallait interdire ou pas, et au nom de quoi. Nous, ça nous paraît une évidence. Lumière, Shabbat, Shabbat. Toujours le gars qui aboie à côté.
ou bien minuterie, on organise, etc. Ça nous paraît acquis, évident, c'est un réflexe, mais en réalité, début XXe siècle, vous avez des rabbins qui disent, moi, je vois pas le problème. Un feu, je sais ce que c'est. La lumière qui s'allume, je ne sais pas ce que c'est. C'était même un peu magique, d'ailleurs. Je parle d'électricité. Le gaz, bon, on pouvait un petit peu, faire l'assimilation au feu. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu clarifié, c'est le cas de le dire, notamment en considérant que, vous allez voir, c'est un peu audacieux, il y a deux écoles sur l'électricité et le Shabbat, enfin sur les lumières électriques le Shabbat. Première école qui considère que le filament de l'ampoule porté à incandescence fait qu'on est dans la catégorie du feu que l'on allume. C'est-à-dire que porter un métal à incandescence c'est assimilable à allumer un feu. Et cette définition-là se trouve dans le Talmud, dans d'autres registres, notamment traité Psachim, je ne rentre pas dans les détails. Bon. Donc va pour le filament. Certains vont dire, oui, mais quand on allume, il y a des étincelles quelque part, et on ne les voit pas forcément. Bon. Ça, c'est... Comment dire, s'il y a des étincelles et qu'on ne les voit pas, moi je suis inquiet, a priori, sur les installations électriques. Mais, admettons. D'autres vont dire, et c'est la deuxième école, que ça n'a rien à voir avec le feu, avec les étincelles, ça a à voir avec construire ou déconstruire. Je ferme un circuit électrique, j'achève une construction, j'ouvre le circuit électrique, j'achève une déconstruction. Et ces deux écoles donc vont cheminer jusqu'à aujourd'hui, et c'est pourquoi nous n'allumons pas la lumière, ou nous n'éteignons pas la lumière le Shabbat. Bon. Alors vous me direz, oui, mais alors si je me fixe sur l'école du filament incandescent d'ampoule, moi aujourd'hui j'ai des LED, ou bien j'ai du néon, et là il n'y a pas de filament, il n'y a rien de tout ça. Donc où est l'incandescence? Où est l'interdit shabbatique? Eh bien, je dirais que fondamentalement, il n'y en a pas. Fondamentalement, il n'y aurait pas d'interdit sur ces lumières, allumer, éteindre, notamment sur le néon. Sur les LED, il faudrait que je vois exactement comment ça fonctionne, j'ai 2-3 incertitudes. Mais pour le coup, interviendrait un autre principe de précaution qui vise la simplification. Puisqu'une partie des lumières sont interdites, je m'interdis la totalité, pointe à la ligne, je m'organise autrement. Mais évidemment, dans les cas où je suis un peu serré, il y aura manière à cheminer. Il y a des fois où je pourrais utiliser ces lumières qui ne relèvent pas de, en tout cas d'après la vie, qui considère que c'est allumer un feu. Bon, là j'entre un peu dans les détails, mais du coup je reviens donc à ma situation, tragique, n'est-ce pas, tragicomique, coincé dans les toilettes de l'hôtel, avec tout le monde qui attend, etc. Donc les rabbins en retard, ça on sait faire, c'est normal. On a des cours de retard à l'école rabbinique, je dis souvent, on apprend comment ne surtout pas arriver à l'heure. Parce que les gens disent, ouais, là, vous êtes tout le temps en retard. J'ironise, oui, on a des cours de retard. Mais plus sérieusement, évidemment que c'est pas bon d'être en retard, mais là, ça commençait à faire beaucoup. Donc, d'un côté, éteindre. Éteindre. On a vu que si c'est pas pour fabriquer du charbon, ce n'est interdit qu'à titre rabbinique. Si je bouge la gâche, ou la gâchette, ou la gâche, j'éteins. Mais je fabrique rien derrière. Donc interdit rabbinique. Très bien. Il y a des gens qui m'attendent. Il y a un office qui m'attend. Je dois donner un cours de Torah. Donc il y a une mitzvah à faire. Et puis une mitzvah publique qui plus est. Alors il me suffisait d'agir par geste détourné. Vous vous rappelez comme tout à l'heure. À savoir avec le coude, clac, soulever la gâchette. Je rassure, on ne passe pas 107 ans pour réfléchir à ça. C'est aussi un automatisme. Tu ne dis pas, voilà le gars... Là, on peut en faire une petite série B sympathique, d'accord, à l'israélienne, où le gars, il réfléchit pendant 3 heures aux toilettes comment sortir, et pour finalement faire comme ça. Vu de l'extérieur, ou de l'autre côté de la caméra, ça fait vraiment hurler de rire, je vous l'accorde. Mais voilà, juste pour vous détailler le raisonnement, il a suffi donc d'un geste détourné, donc un travail pas conséquent, sur un objet, un interdit qui est rabbinique, et compte tenu du contexte où il y avait une mitzvah publique à accomplir. Et donc, l'alchimie de tout ça, ce faisceau d'arguments fait qu'on pouvait agir de la sorte. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Pas seulement pour tourner en ridicule, sans le vouloir bien sûr, la pratique du Shabbat. Des fois c'est un peu cocasse, certes, mais c'est surtout pour exprimer que si on veut être un passionné du Shabbat, ce qui évidemment se respecte et est admirable, il y a aussi une problématique de vie sociale. C'est-à-dire l'entourage qui ne comprend pas forcément vos codes, qui ne comprend pas forcément votre passion, qui ne comprend pas forcément vos émotions, voire même qui a des émotions contradictoires, qui est inquiète, l'entourage est inquiet de cette passion qui vous consume, pour ainsi dire.
Et l'incompréhension des émotions, parfois génère des situations tendues, conflictuelles, avec de l'électricité dans l'air, et non plus au bout des interrupteurs. Et donc il est bon de connaître ces détails, de détails, pas seulement pour être un obsessionnel de la pratique, mais justement pour s'en tirer à bon compte en disant j'ai ma passion du Shabbat, je sais comment cheminer pour que rien ne soit transgressé entre guillemets, et en même temps je peux cohabiter avec des gens qui ne me comprennent pas forcément, ou que je ne comprends pas forcément, dont je ne comprends pas pourquoi ils ne me comprennent pas, enfin, et ainsi de suite. Donc il y a un enjeu ici qui est important, qui est un enjeu de vie sociale, et c'est pour ça qu'on rentre dans les détails. En tout cas, c'est une des raisons, hormis le plaisir de la connaissance, c'est une des raisons, une des motivations d'importance. D'accord ? Trouver les marges de manœuvre pour ne pas se rendre malade, et pour ne pas rendre malade les autres surtout. Alors, le 6e groupe, je termine ma lecture superficielle. Le 6e groupe, frapper au marteau. Oh, c'est sympathique ça. En fait, j'aimerais bien visiter un forgeron ou un maréchal ferrant comme jadis. Il semblerait que dans l'art de la forge, il y ait ce moment où, à la toute fin de la fabrication de l'objet métallique, il faille donner un dernier coup de marteau, une dernière vibration pour le fixer à plus basse température. Et ainsi il se fige et l'objet est terminé. Il prend sa forme définitive. Ce petit geste, l'achèvement donc, le parfait achèvement, on dit comme ça dans le BTP, ça porte un nom, et ça s'appelle frapper au marteau. En fait, c'est le dernier geste. Et donc tout ce qui a à voir avec les travaux de finition serait interdit. Alors, les applications concrètes, je ne saurais trouver d'exemples qui paraissent sérieux, qui ne fassent pas rire d'emblée, mais je nous les garde pour une prochaine fois, d'accord ? Quelle est la finition qui achève un objet, me le rend accessible et utilisable le Shabbat? Eh bien cette finition, le Shabbat, je ne pourrais pas la pratiquer. Bon. Mais ce n'est pas un gros dossier, ça, on ne va pas y passer 107 ans, on va juste le traverser. Et enfin, alors ce travail qui est magnifique, et je vais en dire un petit mot, y compris sur le champ symbolique, 39e travail, transfert de domaine à domaine. Celui-là, c'est le vilain petit canard des 39 travaux. D'abord, en quoi il consiste? C'est transporter un objet du domaine privé à public, de public à privé, ou bien transporter l'objet dans le domaine public plus de 4 coudées, soulever, déplacer, poser. Et à chaque fois, c'est le même schéma, soulever, déplacer, ou transférer et poser. Vilain petit canard, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas très bien exprimer ce qu'il a de commun avec les autres. Tous les autres, vous les avez traversés maintenant, vous avez une vision d'ensemble. Ils ont à voir avec la transformation des matériaux, avec notre action sur la matière, et ainsi de suite. Rappelez-vous ce que nous avions dit en introduction, Melacha, c'est le travail de l'artisan, celui qui s'érige en souverain sur la matière et qui la transforme. À l'inverse de Ravoda, l'autre mot pour dire travail qui a à voir avec la servitude. Et donc celui-là, je ne vois pas très bien ce que je transforme quand je transfère un objet. J'ai précisément pas transformé l'objet. Le Talmud dira effectivement, ce travail c'est Melacha Kala, un travail léger. Ça veut dire d'une importance qui paraît légère. Et c'est c'est un regret qu'exprime le Talmud ici. Et d'ailleurs, pour conforter ce travail, vilain petit canard, de légère importance en apparence, eh bien dans la Mishnah, dans l'enseignement oral, dans le traité Shabbat, lorsqu'il s'agit de développer les 39 travaux, on va commencer par celui-là avant d'évoquer les autres. Celui-ci sera mis en tout début du traité Shabbat. On commence par la question de transport d'objets, etc., etc., etc. Il y a une symbolique très jolie, je dirais même une mystique de ce travail, très jolie. Domaine privé, domaine public. En quoi ces lieux diffèrent? D'ailleurs, nous aurons à la définir juridiquement. D'accord? Est-ce que ma cage d'escalier, c'est privé, public? Est-ce que la mer? Est-ce que le métro? Est-ce qu'une ruelle, c'est privé, public?
Est-ce que une cour c'est privé public, un jardin c'est privé public, je suis à l'hôtel, il y a un golf, il y a un grand terrain, c'est privé, c'est public. Bon. La ville de Grenoble, c'est privé ou c'est public? Elle qui est enfermée entre l'Isère, Drac et la Rocade Sud, ou bien la ligne de train, est-ce qu'on peut imaginer un jour porter dans cet espace-là? Je dis ça parce qu'on a un dossier là-dessus qui devrait aboutir sous peu. Bref, laissons de côté les définitions juridiques, mais voilà la définition mystique et symbolique. Le Zohar, le livre de la splendeur, j'y consacrerai une conférence de Shabbat dans pas très longtemps, nous enseigne que le domaine privé est le domaine de la pureté et que le domaine public est le domaine de l'impureté. Alors, moi j'ai un problème avec ça, c'est que je ne sais pas bien définir l'impureté et la pureté. C'est compliqué pour moi. Je trouve, comment dire, j'ai pas encore été au bout de ces notions-là. Je vois les applications dans la loi, je vois les clichés dans l'inconscient collectif. Pureté, sorte d'hygiène. Impureté, sorte de souillure, de manque d'hygiène spirituelle, physique, que sais-je. Mais les concepts eux-mêmes dans la pensée juive et la loi juive, c'est difficile. C'est très difficile d'aller jusqu'au bout, d'épuiser le sens. En revanche, il y a une polarité. Pur, positif, impur, négatif. Donc le Zohar nous enseigne que le lieu privé est positif et que le lieu public est négatif et impur. Bon. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cela? Il semblerait que le lieu privé se dit en hébreu, donc, et c'est à partir de là que je finirai ma phrase, il semblerait, se dit Reshut HaYachid, le domaine de l'unique. Donc c'est pas sur le plan de la possession que l'hébreu exprime le lieu privé ou public, mais sur le plan de l'usage. Un individu et préside dans ce domaine, Reshut HaYachid. Domaine, et là le mot en français fonctionne bien, la domination. C'est la domination de l'unique. Alors chez vous, qu'est-ce qui est de l'ordre de la domination de l'unique lorsqu'on est chez soi? Eh bien, il y a la discipline que vous mettez à la maison. Ce sont vos principes qui règnent. Ce n'est pas ceux du voisin, et encore moins ceux de la rue. C'est votre vision du monde, votre vision de l'éducation, ce que vous avez reçu, ce que vous avez apporté, bref, inné ou acquis, tout cela, c'est votre règle à vous. En revanche, et donc là, il y a l'unique. Il y a un seul sens, une seule direction. Il y a de la clarté. À cet égard, on peut parler de pureté, forme de clarté. D'ailleurs, en hébreu, pur se dit tahor. Et tahor a à voir avec la grande clarté. Donc c'est clair, vous êtes chez vous, c'est votre loi. Et votre voisin n'a pas vos chapitres, encore heureux. Par contre, dans la rue, il n'y a pas de yachid. C'est Reshut HaRabim. C'est la domination Rabim de la multitude. Alors bien sûr, il y a une loi pour gérer la multitude. C'est soit le contrat social, soit le Léviathan, il y a une autorité, bref, mais en tous les cas, ça fonctionne. C'est pas la jungle, la rue, n'exagérons rien. Mais, en revanche, et c'est là c'est intéressant et très très moderne, ou en tout cas contemporain, la rue, c'est la domination du pluriel, de la multitude, par opposition à l'unique. Ça veut dire que personne ne dicte sa loi dans la rue. Il n'y a pas un individu pour dicter depuis la multitude sa loi à cette multitude. Ou alors, ça s'appelle la tyrannie. Si quelqu'un veut gérer, chef d'État, veut gérer son État comme il gère sa famille, son chez-soi, son palais, eh bien là, vous avez une véritable dictature, pur sucre, une tyrannie intégrale. Au départ, le mot tyran n'est pas péjoratif dans l'Antiquité. Un tyran, c'est un grand chef qui a tous les pouvoirs, certes, mais bon, dont tout le monde accepte l'autorité. Bon, la dictature, ici, historiquement, c'est pas négatif, mais disons dans l'acception moderne que nous avons de la dictature ou de la tyrannie, c'est une autorité qui s'impose par la peur, et qui décourage la sédition, qui décourage la pensée même. Bon. Donc, si quelqu'un gère le dehors comme il gère chez soi, c'est un tyran. Si le dehors devient la règle à la maison, c'est la pagaille, comme dirait le général de Gaulle. D'accord ? C'est plus possible. On a besoin de lieux dédiés. On a besoin chez soi d'avoir sa vision. Et donc ce 39e travail de Shabbat nous apprend, nous enseigne, nous fait intégrer, assimiler la grande distinction qu'il y a entre privé, public et privé. Ce sont deux mondes
qui n'ont pas les mêmes règles, et qui fonctionnent différemment. Et dans la mystique, on a à cœur de toujours bien séparer le pur et l'impur, à l'image de ce qu'on trouve dans les commandements bibliques, d'éviter les mélanges, de clarifier les situations, ou bien plutôt de poser le flou comme règle là où ça doit être posé comme règle, c'est-à-dire dehors, et de poser la clarté comme règle là où ça doit être placé comme règle, c'est-à-dire dedans. Et voilà l'apport possible de ce 39e travail de Shabbat. Alors, bien sûr, je terminerai, là on va laisser un temps pour les questions sur la part anecdotique et en même temps importante. Il y a des choses qu'on peut porter le Shabbat sur soi. On peut évidemment porter ses vêtements. Sans quoi, la synagogue ressemblerait à un immense camp de nudistes, et c'est pas tout à fait le but de l'affaire, n'est-ce pas? Nous pouvons donc porter nos vêtements, donc il ne faut pas avoir une logique extrême. Et vous savez, il y a des gens qui sont tellement, ils réduisent tellement tout et se bornent à des principes simples, qui veut dire, je ne porte rien Shabbat, donc je mange froid, je vis dans le noir, et si je sors sans rien. Voilà, pour imaginer l'ambiance. Bon, là, je caricature, bien sûr, je ne sais pas si c'est arrivé dans l'histoire des dérives de la pratique juive, mais bon, on peut imaginer comme ça des esprits pas très équilibrés. Donc on peut porter ses vêtements, on peut porter ses bijoux, ça fait partie de la vie sociale, et c'est la vie sociale qui détermine au fond ce qui est admissible ou pas. Ce sont des codes qui déterminent ce qui est admissible ou pas. Est-ce que des hommes peuvent porter des bijoux d'hommes certes, des bijoux de femmes ce serait plus délicat. Est-ce qu'il y a encore des codes qui se distinguent de ce point de vue-là? Est-ce qu'à l'ère de l'écriture inclusive, on peut considérer que des boucles d'oreilles c'est indistinctement pour des hommes comme pour des femmes? Ainsi de suite et ainsi de suite. Là on rentre dans des sujets croustillants et tout à fait contemporains. Bon. Et voilà, je marche avec une canne, avec une béquille, est-ce que je peux la transporter Shabbat? Nous verrons que oui. Il y a des petits aménagements à faire. Le handicap, le Shabbat, ça aussi c'est un grand sujet. Et qui, dont les questions vont surtout toucher à ce 39e travail. Comment je peux me rendre à la synagogue si je n'ai pas l'usage de mes jambes? Si j'ai un fauteuil électrique, comment ça fonctionne? Évidemment, il y a des aménagements possibles, il y a des dérogations possibles, mais pas n'importe comment et dans n'importe quelle proportion. C'est toute une organisation, le handicap, le Shabbat, et vous verrez qu'il y a évidemment des possibilités. De la même manière que les édifices se mettent aux normes handicapées de manière obligatoire pour avoir un permis de construire, eh bien, il nous faut aussi intégrer de la même manière le handicap dans les lois du Shabbat, c'est-à-dire comment on répond, comment on fait qu'une personne handicapée puisse se rendre à la synagogue, puisse profiter de tout, etc. etc. Voilà, j'en ai fini pour ce survol. On a déjà levé quelques dossiers, quelques anecdotes croustillantes, quelques cas ridicules. Est-ce que vous avez maintenant des questions ? Je vais couper ensuite, rassurez-vous. Dans les immeubles, quand, par exemple, maintenant, de plus en plus, il y a des lumières qui se déclenchent et qui se déclenchent pas. Ah, merveilleux. Merci Agnès. Eh oui. Ça aussi, ça devient délicat. Ça veut dire que le Shabbat, un peu comme la cache-route d'ailleurs, nous fait toucher du doigt à quel point notre monde a changé. Et à quelle vitesse il change. Moi, quand j'étais gamin, la question ne se posait pas. Les immeubles, bon, voilà, on avait une clé, on entrait, on portait sa clé en ceinture pour ne pas la porter dans sa poche, bon, et tout ça. Mais aujourd'hui, dans les grandes villes, il est compliqué de trouver un logement qui soit compatible. Enfin, compatible, en tous les cas, sans trop se casser la tête. Comment on fait quand j'ai une porte carrément magnétique? C'est mon cas. Moi, j'ai pas de clé pour ouvrir. Quand on rentre, la clé alors, là. il y a ça. Il y a aussi l'allumage automatique à cause des détections à chaque étage. C'est mon cas aussi. D'accord. Donc, ou bien on va essayer de trouver un immeuble bien pourri à la périphérie, voire loin, faire des kilomètres et pas être en sécurité. Ou bien on va essayer de trouver un truc pas trop loin à la synagogue parce que voilà, c'est galère. Et puis, évidemment, en centre-ville, tout est très très moderne. Comment on fait? Alors, je ne vais pas vous répondre là-dessus en détail, mais il y a des techniques, il y a des montages théoriques d'un côté, notamment sur le coup des lumières automatiques. Il y a des techniques pour
légale ou légale aussi mais discrète. D'accord. En tous les cas, c'est comment dire, il faut faire très gaffe à cette affaire parce que, imaginons la technique de, je ne sais pas moi, de mettre des minuteries sur le déclenchement de l'ouverture de la porte depuis son interphone. Bon, est-ce que c'est réglementaire? Je n'en sais trop rien. Dans les copropriétés, c'est pénible. Je veux dire par là que les copropriétaires, à juste titre, qui payent pour sécuriser leurs biens, se trouvent avec une famille juive pratiquante qui fait que par période, le samedi, c'est ouvert, la porte elle ne ferme pas parce qu'ils ont mis un truc sur l'interphone. Donc je peux comprendre que ce soit délicat. Donc il faut avancer en douceur. Les solutions les plus simples, c'est encore de profiter du passage. Tout simplement, il y a du passage, on entre et on suit la personne qui rentre ou qui sort. Le problème, c'est que lorsque vous vivez dans une cage d'escalier, vous avez des colloques d'étudiants et que vous êtes en pleine vacances ou pendant les partiels et que ça ne circule pas trop, ou bien que vous vivez avec deux retraités qui sont 6 mois ailleurs et 6 mois ici. Bon, donc ça peut être compliqué. Je dirais qu'au cas par cas, on trouve des techniques. On peut demander avant Shabbat à quelqu'un, bien moi je rentre à telle heure. Ouais, on peut organiser ça aussi. Ouais. Ça vous coûtera une boîte de chocolat pour le jour de l'an, mais on peut l'organiser. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On verra alors. C'est très bien que vous m'ayez cité ça. C'est que dans les, dans les interdits rabbiniques, il y a l'interdit de faire travailler quelqu'un pour soi. Quand je dis faire travailler quelqu'un pour soi, entendons-nous bien. Déjà dans la loi biblique, on fait travailler personne le Shabbat, évidemment. On ne travaille pas, on ne fait pas travailler. Nous verrons d'ailleurs comment on fait pour des commerces, pour des affaires qui tournent le Shabbat, mais nous on n'est pas présents, mais on a une part dans l'affaire. D'accord. Ça, il y a des techniques aussi théoriques et pratiques pour s'en sortir à peu près, parce que des fois on est un peu coincé. Mais dans l'idéal, on ne devrait pas on ne devrait avoir aucune activité directe ou indirecte le Shabbat. C'est-à-dire ne faire travailler personne directement ou indirectement le Shabbat. Alors, cela dit, donc, les 39 travaux, on ne peut pas les faire faire à quelqu'un qui ne serait pas soumis aux lois du Shabbat parce que ce n'est pas sa confession. Et il y a une manière de procéder pour que les choses soient, soit dites à l'avance et rémunérées sur la régularité, soit dites par allusion. Donc, en gros, on peut s'organiser à l'avance et demander, voilà, je passe à telle heure, est-ce que vous voulez bien m'ouvrir? Voici pour rémunération. Voyez, donc, on peut imaginer comme ça un montage. Donc, on trouve des solutions au cas par cas. En réalité, in fine, on est rarement coincé. En général, on trouve toujours des solutions. Moi, je profite du passage en général. Voilà. Donc, des fois, on poireaute un petit peu, mais allez, ça fait partie de l'ambiance. Et puis, on discute avec les enfants. Et puis, voilà, on ambiance la chose. Et on prend les devants. Quand il faut sortir, on prend un petit peu d'avance pour ne pas être en retard, etc. Voilà. Il y a ces contraintes-là. Après, s'il n'y a pas de passage du tout, c'est vraiment pénible. Là, il faut trouver une solution autre. Un autre point de passage, une autre entrée, voilà. Une négociation avec un voisin. Tout ça va pouvoir s'organiser. Alors, je vais arrêter ici le direct pour que les questions soient libres et à bâton rompu. Donc, pas de questions à prononcer là sur le direct, c'est bon? Ok. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, les documents seront bientôt en téléchargement disponibles sur le groupe Facebook et sur les vidéos YouTube qui en émaneront. Voilà.